Fausto Giudice, je suis un Italien du troisième type. Je suis retourné vivre à Tunis en 2011, après le départ du général Ben Ali. Donc j'ai retrouvé la ville de mon enfance et de mon adolescence. Pendant toutes les années où je vivais en Europe, je suivais ce qui se passait en Tunisie et j'avais espéré que la révolution éclaterait en 2008 quand la population de Redey et Fegafsa s'est soulevée contre le régime. Mais ce coup-là, ça a raté. Il a fallu attendre encore 2 ans. Donc une fois que je suis revenu ici, j'ai été journaliste, traducteur, écrivain, militant, ouvrier. J'ai fait toutes sortes de boulots. Je suis en gros autodidacte. Euh, J'ai renoncé à toute carrière, aussi bien journalistique qu'universitaire. Euh, Après quelques mois au contact de cette jeunesse tunisienne que je ne connaissais jusque-là que sur Internet de manière indirecte, je me suis dit, bon, il y a tout un travail culturel à faire pour reconstruire, reconstituer, aider les gens à se reformater le cerveau. Parce que quand tu as vécu pendant des dizaines d'années sous une dictature, que tu as été dans les écoles, dans les universités d'une dictature, ça te marque. Euh, et de manière en général négative. Et donc je constatais que la jeunesse tunisienne avait un très bon élan, des très beaux désirs, mais elle possédait, à mon avis, elle ne possédait pas vraiment les moyens de réaliser ces désirs. Et je me suis dit, avec ce que je sais faire, je peux donner un petit coup de pouce sur le plan culturel. Donc j'ai créé une maison d'édition dans laquelle Oui, plusieurs personnes ont commencé à travailler, dont RIM. oui. Donc moi, je suis arrivée à Workshop 19 en 2013, après un an déjà de sa fondation. Donc c'était un peu... en fait, je suis arrivée surtout que lorsqu'il y avait le manuscrit de Al-Khuruj an-Nidrat de Farouk Ferchichi. Donc j'ai tout de suite participé à la correction, relecture, mise en page, propositions, etc. Toutes ces séances de travail. Et après, bon, moi, j'ai jamais travaillé dans une maison d'édition et j'avais aucune expérience dans ce domaine. Ce qui fait, j'improvisais avec tout ce que j'ai appris à faire avant. Donc, on a commencé après à la promotion. Donc, on a essayé de travailler sur les médias digitaux. On a essayé de contacter des journalistes. On a sollicité des librairies pour faire des présentations aussi. Avec quelques connaissances et avec tous les gens que je connais, j'ai essayé j'ai réussi à avoir des présentations à Tunis et dans des lieux culturels comme Liberté, comme la librairie de Rabi, notre ami aussi, Passion du libraire. Passion du libraire, comme aussi à Sousse, on a fait des présentations. Aksar Helal. Aksar Rahlil à Monastir. Donc on a tourné un tout petit peu, mais enfin. Donc je parle un tout petit peu de moi. Moi, j'ai 31 ans, je suis journaliste autodidacte comme un tout petit peu comme Fausto. Et puis comme il a dit aussi, j'ai grandi sous la dictature de Ben Ali, mais dans une famille un peu spéciale. C'est-à-dire mon père est un militant politique opposant, mais nationaliste, un peu
à droite, c'est-à-dire un peu, il était influencé aussi par Nahda, c'est-à-dire le parti politique islamiste. Donc il était entre le nationalisme arabe et l'islamisme. Le nationalisme nassiri de Abdel Nasser et l'islamisme. Donc, enfin, c'était un peu dur, mais c'était un peu spécial parce que j'ai pas grandi dans une famille standard, c'est-à-dire j'ai appris à être différente, à avoir une position, et à un certain moment c'était une position contre même les pensées de mon père. Bon. Après, à l'université, j'ai intégré l'Union des étudiants, l'UJET, et ma vie enfin mon parcours activiste a commencé. Donc j'ai intégré aussi en même temps Amnesty International, la Fédération tunisienne des ciné-clubs, et à partir de là, j'ai commencé j'ai eu une autre passion, c'est le cinéma, les débats et tout ça. Enfin, c'est bon, c'est fini. Et donc, quels sont à quoi répond donc cette maison d'édition? C'est ça très important dans le monde éditorial tunisien. Mais j'ai pas fait le lire encore. J'ai pensé, mais j'ai pas. Moi, ce que j'ai découvert du monde éditorial tunisien, c'est que c'est un peu comme Beyrouth après la guerre civile. C'est un paysage de ruines. Et quand tu as des ruines, tu as des bandits qui essayent de profiter de la misère des gens. Donc, j'ai découvert ça parce qu'à partir du moment où Workshop 19 a été connu, je recevais des coups de téléphone. Bonjour, je suis auteur, j'ai un manuscrit, combien ça coûte pour imprimer chez vous? Et moi, venant d'Europe, ayant été moi-même auteur, édité par des éditeurs, etc., je ne comprenais pas, au début je ne comprenais pas, et je disais, mais comment? Mais non, chez nous, ce n'est pas l'auteur qui paye, c'est l'éditeur qui paye l'auteur. Ah bon? Ils étaient très étonnés. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai découvert que c'était une pratique généralement répandue, que les éditeurs faisaient payer les auteurs. C'est-à-dire, c'est le royaume de la grande arnaque, quoi. Et puis, on a essayé d'intégrer l'Union des éditeurs tunisiens. D'adhérer à l'Union des éditeurs tunisiens. Et puis, ça a été la galère totale, parce qu'ils ont bloqué tout de suite. Et c'était clair que c'était un lobby, et c'était des gens qui, en fait, parce que eux, c'est comment dire, pour bénéficier de certaines subventions du ministère de la Culture, un éditeur doit être membre de l'Union des éditeurs tunisiens. Tout à fait. Donc, une création de Ben Ali, qui existe toujours. Tu dis d'accord, je suis éditeur, je remplis les conditions, je veux adhérer à l'Union des étudiants tunisiens, à l'Union des éditeurs tunisiens. Tu cherches pendant des mois pour avoir le contact avec cette union des éditeurs qui est un truc fantôme. Mais après, on a compris que la cause pour laquelle ils bloquaient, c'était parce qu'ils voulaient, que certaines personnes ou certains éditeurs bénéficiaient de ces subventions accordées par le ministère. Voilà. Bon. Et donc nous, on est hors, on ne fait pas partie de la famille, on peut aller se faire voir ailleurs. Donc, le livre qui a eu le plus d'impact. Donc, c'est le livre de Farouk Feshishi, parce que Al-Khurouj an al-Khat. Ça veut dire passer la limite. Passer la limite. C'est des nouvelles. C'est des nouvelles, c'est un blogueur tunisien. En fait, lui, c'est un informaticien et il écrit très bien en arabe.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans une Tunisie post-totalitaire ou dans une Tunisie là où le système éducatif est totalement détruit. Parce que nous, ici, on maîtrise ni arabe, littéraire, ni français. On est entre les deux. On est vraiment dans une... enfin... Dans un mésolecte, ça s'appelle. Une langue intermédiaire. Donc on l'a contacté parce qu'on avait trouvé ses textes sur Internet. Il a rassemblé ses textes. On a organisé un comité de lecture avec 10 personnes, 10 Tunisiens. On a fait une rencontre. Il a lu des extraits. Les gens ont tous dit il faut éditer, c'est bon. On a fait comme ça. Voilà. Ça n'a pas été une décision d'un éditeur, ça a été une décision de 12 personnes. De 12 personnes, quoi. Bon. Et puis on a découvert très rapidement que les livres, pour les vendre, c'était à la limite presque pas la peine de les mettre en librairie, mais qu'il fallait organiser des rencontres avec le public, qui puisse voir l'auteur, l'écouter, et après ça, il y a des chances qu'ils achètent le livre, quoi. Bon. Alors, ceci dit, nos autres livres se sont très peu vendus, aussi bien en Tunisie qu'en Europe, parce qu'on a une distribution en Europe. C'est dû à la crise générale du livre imprimé. Mais aussi, en Tunisie, la distribution pour les éditeurs, c'est un autre problème. Oui, c'est catastrophique. Donc, on est passé par 3 distributeurs et jusque-là, aucun n'a pu vraiment faire son travail. Ils prennent 50%, entre 45 et 50% du prix du livre. Mais finalement, quand je fais les tours des librairies, je trouve pas nos œuvres, ni ils sont cachés quelque part, ou bien, enfin, même les libraires, les personnes qui travaillent là-bas, ils ont aucune idée par rapport à nous. En tout cas, on a pris une décision, on a fait sorte de distribuer nous-mêmes à un certain moment. Donc on a collecté, on a fait le tri pour une liste de librairies. On a essayé de les contacter, d'aller les voir et de négocier nous-mêmes. Donc nous, en négociant, ils prennent entre 25 et 30% maximum parce qu'on faisait tout le travail. Et puis c'était comme ça. Donc on est arrivé à imprimer 6 livres en 2 ans. Oui. Donc le premier, on commence par le premier, c'est un livre sur la révolution égyptienne, sur les premiers 18 mois, à partir du 25 janvier, place Tahrir, par Rabah Attaf, qui est une journaliste franco-algérienne qui vit à Marseille et qui a passé des mois et des mois en Égypte, qui connaît bien l'Égypte. Et c'est un livre film, parce que c'est du texte, mais aussi beaucoup de photos. Le deuxième, c'est La vallée des larmes. C'est un auteur mexicain qui vit à Paris, Antonio Beltrán Hernández. C'est un roman sur le Chili de Pinochet qui décoiffe, quoi, qui est vraiment délirant, qui est à la fois terrible et rigolo, quoi. Le troisième, c'est Farouk Ferchichi. Le quatrième, c'est une nouvelle graphique, c'est une bande dessinée en 4 langues, français, arabe, anglais, espagnol. C'est l'histoire d'un taliban qui se retrouve à Guantanamo, qui s'évade, qui est recueilli par un paysan communiste cubain, qui apprend à danser le mambo et qui se fait reprendre par les gringos, par les Américains, quoi. Et un document historique, c'est le protocole officiel du premier congrès sioniste organisé par Theodor Herzl à Bâle en Suisse en 1897. Il n'avait jamais été traduit de l'allemand dans aucune autre langue que l'hébreu. On l'a enfin traduit en français 116 ans après, quoi. C'est un document historique. Ils étaient 165 et ils ont jeté les bases de ce qui est devenu le mouvement sioniste qui, 50 ans plus tard, a créé l'État d'Israël. Vos projets futurs?
Voilà. Et on a fait une brochure avec Attaque France sur le gaz de schiste au Maghreb, qu'on a fait en arabe et en français. Voilà. On a en projet le deuxième roman d'Antonio Beltrán qui s'appelle La fin de l'histoire, et c'était aussi une histoire de fou, c'est Al-Qaïda au Mexique. Et puis on a une série de manuscrits aussi bien littéraires que des essais, mais on est en train de chercher une solution au problème qui est que pour imprimer des livres, il faut avoir de l'argent, il faut investir, et les livres imprimés se vendent très mal. Donc on est en train d'essayer d'inventer une nouvelle formule pour vendre des livres en ligne sur Internet, avec un système de tarifs différenciés selon les revenus des gens, selon ce qu'ils peuvent payer, quoi. Voilà. L'avantage de publier des livres sur Internet, c'est qu'il n'y a rien de physique, il n'y a pas des cartons à porter sur son dos, des transports à financer, etc. Et il n'y a plus de frontières linguistiques. On peut éditer des livres dans n'importe quelle langue. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message, un appel, un dernier message à exprimer? Qu'un peuple qui ne lit pas est condamné à mort. Très bien, merci. Merci.